Chute d'activité, faillite, fermeture d'usines sur fond de conflits sociaux, parfois violents. Depuis près de 2 ans, le secteur automobile subit durement la crise. Alors que se tient à Paris-Nord-Villepin jusqu'au 18 octobre le salon Equip-Auto, rendez-vous biennal de la filière, certains équipementiers annoncent pourtant un début d'embellie. Effet de déstockage ou premier signe de reprise? Claude Cham, vous qui êtes président de la FIEV et du CLIFA, 2 organisations professionnelles majeures du secteur, quel est votre avis? Depuis quelques semaines, ceci ne relève plus au niveau du déstockage. Nous sommes arrivés, à mon avis, à un point bas et que maintenant nous fonctionnons sur ce niveau bas et qu'il y a quelques signes pour qu'on relève un petit peu la tête. Alors en dépit de grosses difficultés, le secteur de l'équipement en France paraît quand même encore relativement épargné par les consolidations par rapport aux États-Unis où même les grands groupes sont acculés à la faillite. Est-ce une fausse impression ? Non, c'est une impression tout à fait exacte. Je pense que la France peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir eu des pouvoirs publics ainsi que des constructeurs et je dirais beaucoup d'acteurs de la filière automobile qui se sont mobilisés et donc qui ont toutes ces actions ont servi d'amortisseur social à la crise que nous avons rencontrée. Comme en plus il y a eu une très très bonne réactivité de l'ensemble de ces acteurs, je pense que nous avons pu gérer cette difficulté sans avoir la brutalité d'une gestion qu'on a pu rencontrer dans d'autres marchés et d'autres pays comme les États-Unis où là c'est la régulation pure, simple du marché qui a fait que ces entreprises se sont retrouvées purement et simplement à fermer leurs usines et donc à créer des problèmes d'emploi très importants. Certains équipementiers présentent quand même des bilans très dégradés. Est-ce qu'ils seront en mesure de profiter de la reprise qui commence à s'ébaucher? Ceux qui auront le courage, la volonté et la persévérance pour prendre les mesures qui sont indispensables à garder la compétitivité et aborder la nouvelle période qui s'ouvre devant nous, ceux-là peuvent rester dans la compétition. Ceux qui garderont au contraire une attitude d'esprit qui est de se dire « Oh, c'est un mauvais moment à passer, la crise passée, on va repartir comme c'est ce qui se passait avant », aujourd'hui, se retrouveront certainement avec des grandes difficultés. La crise a révélé des mouvements importants dans les habitudes des consommateurs, dans le comportement des pouvoirs publics, dans le comportement de beaucoup d'acteurs dans cette filière. Et en conséquence, je crois qu'il faut adopter une démarche novatrice, conquérante, en se disant un nouveau monde s'ouvre devant nous. Il faut que nous sachions l'appréhender et il faut que nous en adaptions les outils pour l'appréhender. Est-ce que vous pensez que la création au sein du Fonds de modernisation des équipementiers, le FMEA, d'un fonds dédié au rang 2 suffise? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même parmi les équipementiers du rang 2 que les difficultés de trésorerie sont les plus grandes. Non, je pense que ça ne suffit pas. Il faut que ce fonds sache se donner des principes de gestion ou d'intervention qui soient particulièrement au plan concret, pratique, réactivité, adaptée à la typologie des entreprises auxquelles ils vont s'adresser, qui n'est pas du tout la même typologie d'entreprise que celles qui sont traitées à travers le FMEA ou le FSI. Nous avons affaire à des petites entreprises ou des moyennes entreprises familiales qui se trouvent à avoir à gérer des termes de patrimoine, qui n'ont pas les formes de gestion structurées comme des entreprises beaucoup plus grosses, et en conséquence de quoi, je pense qu'il faudra que ce fonds sache s'adapter à cette nouvelle typologie d'entreprise si on veut que ce soit un grand succès et qu'on leur permette de franchir les étapes difficiles, en particulier dans les besoins en fonds de roulement qu'ils vont avoir à gérer dans les semaines et les mois qui viennent, puisqu'ils vont avoir à financer les opérations de restructuration, ils vont avoir à financer aussi le redéploiement de leur entreprise, ce qui fait qu'il va falloir être là pour les soutenir. Si le fonds ne suffit pas, est-ce qu'il faut par exemple relancer les prêts participatifs mis en place dans les années 80, comme le préconisent certains, et décrocher des crédits impôts recherche? Il faut assurer la survie des champions de demain. Ça, c'est une priorité parce que si demain nous laissons tomber ces entreprises, il faudra reconstituer ce tissu et ça nous coûtera beaucoup plus cher et ça sera beaucoup plus pénible pour notre pays que si nous savons les soutenir. On n'a pas forcément besoin que de champions internationaux, on a peut-être aussi besoin de champions nationaux, de champions locaux. Mais il faut savoir, il faut que ce tissu soit un tissu qui soit, je dirais, bien soutenu. Un des problèmes que cette filière rencontre, c'est que nous n'avons pas su capitaliser un certain nombre de ces entreprises à la hauteur des enjeux que la filière a à appréhender. Donc là encore, il y a au niveau financier toute une ingénierie qui est à mettre en place pour progressivement permettre à ces gens-là de se structurer en fonds propres d'une façon plus pérenne, sans qu'ils aient la crainte
de perdre la propriété de leur entreprise ou de ne plus pouvoir continuer à la gérer avec l'autonomie, avec la dynamique qu'ils souhaitent mettre en place. Vous avez été nommé justement à la tête d'un groupe de réflexion sur les méthodologies à mettre en place pour gérer et anticiper les surcapacités, qui sont un autre gros problème du secteur automobile. Vous devez remettre vos conclusions en fin octobre. Ça va être possible. C'est un peu juste. Pour l'ensemble des filières, je ne le crois pas, mais on va essayer de traiter un maximum de filières possibles. Donc la méthodologie que j'ai proposée est de segmenter notre analyse filière par filière, parce que les problèmes rencontrés ne sont pas les mêmes, de même nature dans la plasturgie qu'ils ne sont dans le décolletage ou qu'ils ne sont dans l'emboutissage ou dans le caoutchouc, etc. Cette méthodologie a été adoptée et nous sommes partis sur un rythme de 2 à 3 réunions par semaine, de telle façon à essayer de se rapprocher le plus possible du timing que le ministre nous a demandé de tenir. Est-ce qu'on peut vraiment anticiper et gérer ces problèmes de surcapacité quand on pense que les centres de décision ne sont plus en France dans la plupart des grandes entreprises de l'équipement? Je pense comment on peut éviter des histoires comme Molex quand les centres de décision, les capitaux sont à l'étranger. Le problème fondamental, personnellement, que je vois sur le sujet, c'est un problème de déconnexion par la financiarisation de l'économie. L'entrée en masse d'un certain nombre de fonds spéculatifs dans nos entreprises ont demandé de générer des rentabilités à très court terme, alors que notre industrie nécessite un certain temps pour générer durablement une rentabilité. Et c'est là où il faut être vigilant, de bien prendre la mesure de qui on fait rentrer au capital de ces entreprises, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas discordance entre l'objectif d'un fonds qui est d'apporter le maximum de rendement à ses membres et une entreprise, une industrie qui, elle, nécessite aussi que l'immobilisation des capitaux qui sont apportés soit sur une période de temps plus longue. Et là, je crois qu'il y a incontestablement, je dirais, une réflexion à mener. Le principe de base, si ma mémoire est bonne de ce que j'ai appris à l'école, pour créer une société, il fallait qu'on ait l'affectio societatis. Est-ce que l'affectio societatis entre ses partenaires est vraiment là? Là, peut-être qu'il y a des réflexions au plan juridique, au plan éthique à mener. Et c'est un problème complexe que vous posez. Et la marge de manœuvre est limitée quand même. Sans un peu de coercition de la part des pouvoirs publics, est-ce que... Je ne prendrai pas le mot de coercition des pouvoirs publics. On ne peut pas passer sa vie à s'arc-bouter les uns contre les autres. Je pense qu'il faut un pouvoir de conviction. Il faut faire valoir un certain nombre de droits, en particulier lorsque les pouvoirs publics ou le pays fait des efforts pour soutenir des entreprises qui ont des capitaux internationaux et que si ces gens-là retirent leurs capitaux de notre pays dans des circonstances où ils n'ont pas rempli leurs obligations, là je comprends qu'il y ait un pouvoir coercitif. Par contre, nous sommes aussi dans une situation où nous ne pouvons pas nous priver d'attirer chez nous un certain nombre de capitaux étrangers dont nous avons besoin pour développer notre industrie. Donc on ne peut pas non plus se comporter qu'avec un seul pouvoir coercitif, de mon point de vue.